Ma collègue s'est attribué le mérite de mon projet, alors je l'ai laissé le présenter sans les fichiers clés. Je m'appelle Clara, j'ai 34 ans, et ma collègue a essayé de me voler le plus grand projet de ma carrière, juste sous mon nez. Avant de vous raconter comment je l'ai laissé entrer dans une salle de réunion et présenter mon travail à toute l'équipe de direction, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires. Elle souriait toujours. C'était la première chose que l'on remarquait chez Emma, un sourire éclatant, large et confiant, capable de charmer un serpent. Elle était la coqueluche du bureau, et moi, j'étais celle qui faisait le travail, dans son coin. Dans le coin de cette salle de réunion stérile aux parois de verre, je la regardais glisser entre les cadres, rire à une blague d'un directeur, toucher le bras de notre manager, Marc, d'un air rassurant. Il l'adorait. Il voyait son énergie, ses mots à la mode, sa confiance. Il ne me voyait pas, caché dans mon coin, l'architecte silencieuse de la chose même qu'elle s'apprêtait à revendiquer comme sienne. Elle pensait que c'était sa scène. Elle n'avait aucune idée que j'avais écrit le scénario. Pendant 4 mois, ma vie avait tourné autour d'un projet au nom de code, Chimera. C'était un modèle logistique piloté par l'IA qui devait complètement réorganiser la chaîne d'approvisionnement de notre entreprise. Ce n'était pas juste un projet, c'était mon chef-d'œuvre. Mes empreintes étaient sur chaque ligne de code, chaque modèle de données, chaque algorithme prédictif. Je me souviens des nuits alimentées par du café réchauffé et le vrombissement des serveurs, à esquisser des structures sur un tableau blanc jusqu'à ce que mes mains soient tachées d'encre de marqueur. Je me souviens du frisson lorsque le script Python a enfin fonctionné sans erreur à 3 heures du matin. C'était une partie de moi. Mon collègue Ben, un analyste de données aux yeux aussi vifs que son esprit, voyait souvent ma voiture sur le parking tard le soir. Un soir, il m'a apporté une tasse de thé, regardant par-dessus mon épaule un enchevêtrement complexe de code. Il a laissé échapper un petit sifflement. « Cette logique, c'est ta patte, Clara » a-t-il dit. Personne d'autre dans cette boîte ne construit une structure aussi nette. C'est brillant. Il était le seul à voir le vrai travail. En réunion, c'était une autre histoire. Je me souviens d'une, il y a un mois. J'essayais d'expliquer un point de données crucial, mais Marc, mon manager, a agité la main avec dédain. Super, Clara, on reviendra sur les détails techniques. Emma, tu as quelque chose de percutant pour nous? Emma, qui n'avait pas regardé une feuille de calcul de toute la semaine, s'est penchée en avant avec ce sourire gagnant. Je pense que nous devons tirer parti de la disruption synergique, avait-elle dit, enfilant des mots à la mode comme des perles. Marc avait rayonné. Exactement. C'est la vision d'ensemble dont nous avons besoin. Je me suis senti rapetissé sur ma chaise, devenant invisible. C'était un sentiment familier. La tempête a éclaté un mardi, 3 jours avant la grande présentation au vice-président de la stratégie. Je passais devant le bureau de Marc quand j'ai entendu la voix d'Emma, suintant la fausse modestie. Et bien sûr, j'ai passé toute la nuit à finaliser le modèle d'IA, disait-elle. C'était une bête, mais j'ai finalement réussi à le dompter. Je me suis arrêté net. Le gobelet en plastique dans ma main me semblait incroyablement lourd. Mon sang s'est glacé. Elle récitait mot pour mot les conclusions clés de mon rapport de synthèse. Mes conclusions. Mes nuits blanches. Ma percée. Et Marc buvait ses paroles. Travail incroyable, Emma. Le VP va être époustouflé. J'ai senti une bouffée de chaleur m'envahir la nuque, mais sous cette chaleur, il y avait une couche de glace. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était une clarté terrifiante et absolue. J'ai tourné les talons et je suis parti avant qu'il ne puisse me voir. Je suis allé directement aux toilettes désertes du 3e étage et j'ai fixé mon reflet dans le miroir. Mon visage était pâle, mes yeux grands ouverts. Pendant une seconde, j'ai vu une lueur de blessure brute, de fureur. Je voulais crier. Je voulais foncer dans ce bureau et la démasquer. Mais ensuite, quoi? Ce serait ma parole contre celle de la coqueluche du bureau. J'ai pensé à aller au RH, un processus long et fastidieux qui se terminerait par une impasse du type « parole contre parole ». Emma s'en sortirait avec un sourire. En regardant mon propre reflet fatigué, j'ai réalisé quelque chose. Il ne m'avait laissé aucune voie conventionnelle vers la justice. Alors, j'allais devoir créer la mienne. La colère et la blessure ont reflué, remplacées par une résolution froide et dure. Je n'allais pas l'affronter. J'allais la laisser tomber tout droit dans un piège qu'elle avait elle-même créé. Je suis retourné à mon bureau.
Ben a vu mon visage et a commencé à demander, « Clara, tu? » « Je vais bien, » ai-je dit, ma voix stable. Tout se passe exactement comme prévu. Cette nuit-là, mon appartement était silencieux, à l'exception du cliquetis de mon clavier. Je ne détruisais rien, je construisais. D'abord, j'ai pris mon chef-d'œuvre terminé et parfait de 32 diapositives, le vrai projet Shimra, et je l'ai sauvegardé sur une clé USB argentée et élégante. Chaque graphique était vérifié 3 fois, chaque point de données validé. Ensuite, je me suis tourné vers le serveur partagé de l'entreprise. Je savais qu'Emma était paresseuse. Je savais qu'elle copierait simplement la version qui s'y trouvait quelques minutes avant la réunion. J'ai ouvert le fichier de présentation sur le serveur. C'était mon brouillon de travail d'il y a une semaine, plein d'idées, mais les données de base étaient incomplètes. Les graphiques portaient la mention « placeholder », les analyses clés menaient à des impasses. Cela avait l'air plausible à première vue, mais s'effondrerait à la moindre analyse. C'était le piège parfait. Mon dernier geste était ma police d'assurance. J'ai ouvert mon email, joint une copie protégée par mot de passe de la vraie présentation finale et l'ai envoyée à Ben. Objet, sauvegarde finale projet Shimra. Salut Ben, je viens de finir la présentation finale pour demain. Je joins une copie protégée par mot de passe au cas où. Mes nerfs sont à vif, ah. On se parle demain. Clara. J'ai cliqué sur « Envoyer ». L'horodatage était mon alibi, ma preuve de paternité. Verrouillé et chargé. Je me suis adossé. Le piège était tendu. La salle de réunion bourdonnait de cette tension spécifique qui précède une réunion à fort enjeu. Les directeurs et les cadres supérieurs sirotaient du café. À la tête de la longue table polie se trouvait Madame Albright, la vice-présidente de la stratégie. C'était une femme qui ne perdait pas de temps en sourires ou en bavardage. Sa seule présence imposait le silence. Emma se tenait au pupitre, rayonnante de confiance. Elle m'a jeté un petit regard apitoyé en branchant son ordinateur portable. Le spectacle allait commencer. Bonjour à tous, a-t-elle commencé, la voix claire. Les premières diapositives se sont bien passées. Page de titre, ordre du jour, elle récitait mon résumé exécutif de mémoire. Puis elle a cliqué sur la diapositive 5. Celle qui devait montrer l'analyse du problème principal. Le graphique qui est apparu était un fouillis de données fictives. Le titre indiquait « Insérer les données logistiques du T3 ici ». Une lueur de confusion traversa son visage, mais elle tenta de continuer malgré tout. Donc, comme vous pouvez le voir, les données indiquent des défis importants. Elle a cliqué à nouveau. La diapositive suivante, censée détailler l'architecture du modèle d'IA, n'était qu'un titre et une boîte vide. L'atmosphère dans la pièce a changé. Le faible bourdonnement des conversations s'est éteint. Le sourire d'Emma commença à paraître crispé. Elle transpirait visiblement maintenant, bégayant en essayant de bluffer pour s'en sortir avec des concepts qu'elle ne comprenait pas. Madame Albright, qui avait observé sans expression, a finalement pris la parole. Sa voix a percé le silence gênant. « Excusez-moi, Madame Davis. » Emma se figea. Le dossier que j'ai reçu mentionnait un modèle Python fonctionnel et détaillé. Ceci semble être une version préliminaire. Madame Albright baissa les yeux sur le papier devant elle. Il est écrit ici, a-t-elle poursuivi, sa voix dangereusement neutre, que Clara Anderson était l'analyste de données principale qui a développé ce modèle. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi. Les yeux perçants de Madame Albright m'ont trouvé dans mon coin. Madame Anderson, peut-être pourriez-vous nous éclairer à ce sujet? J'ai pris une lente inspiration. Oui, je peux. Je me suis approché du pupitre, j'ai sorti la clé USB argentée de ma poche et je l'ai branchée calmement. Ce faisant, Emma m'a lancé un regard de pur venin. Je l'ai ignoré. Ma présentation est apparue à l'écran. 32 diapositives d'un travail impeccable, détaillé et irréfutable. Je ne me suis pas contenté de lire les diapositives, j'ai raconté l'histoire derrière les chiffres. Quand un directeur a posé une question difficile sur les données aberrantes, j'ai répondu sans hésitation. Excellente remarque, monsieur, ai-je dit, ma voix claire et confiante. C'est le résultat du script personnalisé que j'ai écrit pour gérer les données anormales, qui résout précisément ce problème. Ce script n'était probablement pas intégré dans la version préliminaire sur le serveur. Je n'ai pas eu besoin de pointer du doigt. Je n'ai pas eu besoin de dire qu'elle était une fraude.
mon travail parlait pour moi. La vérité se dévoilait, diapositive après diapositive, devant les personnes même qu'elle avait tenté de tromper. La dynamique de la pièce avait été complètement réécrite. Je n'étais plus la femme invisible dans son coin. J'étais l'experte. À la fin de la réunion, les applaudissements étaient sincères. Madame Albright m'a fait un signe de tête bref et approbateur. Alors que les gens sortaient en me félicitant, Emma m'a acculé près de la porte, son visage un masque de rage et d'humiliation. « Pourquoi tu m'as fait ça ?» a-t-elle sifflé, la voix basse et tremblante. Je l'ai regardée, non pas avec colère, mais avec une étrange sorte de pitié. « Je ne t'ai rien fait, Emma », ai-je dit calmement. « J'ai simplement présenté le travail final. C'est toi qui as choisi de présenter un brouillon. » J'ai fait une pause, laissant le poids de l'instant s'installer entre nous. « Tu n'as pas seulement essayé de voler mon projet, » ai-je dit, ma voix baissant jusqu'à un quasi-murmure. « Tu as essayé de voler mon avenir. Je t'ai simplement donné celui que tu méritais vraiment. » J'ai soutenu son regard une seconde de plus, puis j'ai tourné les talons et je suis parti sans me retourner. La conversation était terminée. La limite était tracée, de façon permanente. Le changement au bureau a été immédiat et sismique. C'était comme si un sortilège avait été rompu. Les gens ont commencé à venir à mon bureau, à me demander mon avis, à m'inclure dans les conversations. Marc, mon ancien manager, n'osait même plus me regarder dans les yeux. Une semaine plus tard, Madame Albright m'a convoqué dans son bureau. C'était un bureau d'angle avec vue sur toute la ville. « Clara, dit-elle, allant droit au but. La compétence doit être aux commandes. Je vous nomme responsable officiel du déploiement national du projet Shimra. Vous me rendrez compte directement. » Le lendemain matin, un email à toute l'entreprise annonçait la démission d'Emma, avec effet immédiat. Plus tard dans la journée, j'ai trouvé une petite note pliée sur mon clavier. L'écriture était acérée et pleine de colère. Ce n'était pas des excuses. C'était quelque chose de plus honnête, de plus amer. Il y avait juste écrit « Tu avais raison. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour. Je dirige maintenant une équipe qui s'appuie sur les fondations du projet Shimra. Parfois, au milieu d'une grande présentation, debout devant la haute direction, je pense à cette note. Je l'ai toujours, non pas comme un trophée, mais comme un rappel. Un rappel que la voix la plus forte n'est pas toujours la plus juste, que parfois, la seule façon d'être entendu est de laisser son travail parler de lui-même. Il m'a fallu du temps, mais j'ai finalement appris cette leçon. Et dans le doux vrombissement des serveurs et la logique nette de mon code, mon travail parlait désormais dans une langue que personne ne pourrait plus jamais voler. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. C'est une histoire folle, je sais. Je suis curieuse. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de s'attribuer le mérite de votre travail? Et comment avez-vous géré la situation? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, j'adorerais lire vos histoires. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour plus de contenu. Ça aide vraiment la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.